Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est super important pour moi. Que le discours, ça peut réellement changer une vie. En fait, en train de m'interviewer, je suis en pleine transition de Madame Dynasty. Wow. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'ai interrogé une femme super, pleine de positivité, pleine d'énergie. Elle s'appelle Miali et c'est la fondatrice de Madame Dynasty. C'est une coach en business et elle est là pour vous aider à créer votre héritage que vous allez pouvoir passer à vos enfants. Et sans plus tarder, parce qu'on ne fait pas de longues introductions, sans plus tarder, la conversation va commencer. C'est à peu près 1 heure, mais je vais diviser ça en 4 vidéos. Comme ça, ce ne sera pas trop long pour vous. Donc, prenez un thé ou un café, asseyez-vous, appréciez, enjoy, enjaillez. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et de liker. Et je vous dis à tout de suite. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc, on va passer, ça va dépendre en gros du flow. Mais en gros, j'essaye de limiter ça à 1 heure de conversation parce que je sais que voilà, je sais que tu as des choses à faire et c'est déjà super d'être avec nous ce matin. Donc, Miali, peux-tu te présenter et présenter Madame Dynasty à notre audience? Alors, déjà, bonjour à tous, pour ceux qui vont nous regarder. Et Vanessa, je te remercie vraiment de vouloir m'interviewer, en tout cas aujourd'hui. Donc, moi, je me présente, en fait, je m'appelle Miali et donc Miali Rika. Rika, c'est mon deuxième prénom, c'est pour ça que je le mets. Donc, je suis la fondatrice donc, d'un concept qui s'appelle Madame Dynasty, qui est donc créatrice d'héritage. Et donc, à l'intérieur de ce concept, en fait, j'aide les femmes entrepreneuses, donc en particulier donc, des femmes qui sont vraiment en business, à les aider vraiment à créer un héritage, à pouvoir écrire leur légende. Parce que moi, mon rêve, c'est qu'elles puissent vraiment vivre la vie qu'elles veulent en fait et surtout librement et sans regret. Ça pour moi c'est vraiment quelque chose qui est super important pour moi. Ça reflète vraiment mon histoire en fait quand j'étais beaucoup plus petite, où j'avais l'habitude de voyager, où j'ai l'habitude de tester beaucoup d'expériences, voilà, pour ne rien regretter en fait tout simplement. Et aujourd'hui je me retrouve à moi-même créer mon business parce que je me suis toujours dit que j'avais une âme d'entrepreneuse, donc j'ai voulu mettre ça à l'œuvre. Et là c'est ma 3e année d'entrepreneuriat. Et voilà, il y a eu beaucoup, mais il y a eu beaucoup de hauts, il y a eu beaucoup de bas. Et aujourd'hui, je pense que ces hauts et ces bas vont servir aujourd'hui d'enseignement pour en tout cas mes clientes d'aujourd'hui et les entrepreneuses qui vont venir me rejoindre. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire créer son héritage pour moi? Pour moi, ça veut dire voilà, être capable déjà de créer de l'argent pour commencer. Et surtout, voilà, avoir, en tout cas moi, là où je peux le faire, c'est donc avoir le leadership. Clairement, il y a un gros pôle leadership pour les femmes parce que moi, au départ, j'avais commencé par la prise de parole en public et je me suis rendu compte que les femmes, en fait, quand elles sont venues me voir, c'était pas forcément de la prise de parole en public elles voulaient beaucoup plus. Tu sais, c'est le genre de motivation qu'elles pensent avoir, puis en fait, il y a une motivation sous-jacente. Et cette motivation sous-jacente, en fait, c'était vraiment avoir cette puissance féminine, avoir ce charisme-là qu'elles voient en moi, en fait. Parce qu'à chaque fois, c'est toujours des « je veux devenir comme toi ». Et donc, j'ai compris ce que je représentais, en fait, à ce moment-là. Et c'est pour ça que du coup, j'ai développé vraiment ce pôle leadership-là. Évidemment, il y a aussi la partie stratégie de communication, parce que ça, c'est vraiment mon pôle qui est plus fort, parce que j'aime bien vraiment analyser, voire peut-être un peu trop décrypter parfois voilà, tout ce qui est langage verbal, langage non verbal, la manière dont les propos sont aussi amenés dans un discours, que ce soit des dirigeants, que ce soit voilà, des femmes entrepreneuses ou des entrepreneurs que je vois sur YouTube. Ça m'intéresse énormément, parce que je crois que le discours, ça peut réellement changer une vie. Et je sais que parfois c'est un peu mal vu parce que voilà, on connaît aussi les politiciens, on sait que voilà, ils parlent beaucoup et que ce qu'on remarque, en tout cas moi je dis vraiment ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de déceptions la plupart du temps parce que parfois les réformes ne sont pas suivies. Ceci dit, en substance même, le discours, il peut changer énormément. Moi j'ai vraiment été impactée par des discours de motivation en français ou en anglais, donc ça c'est vraiment mon point fort là-dessus. Et bien sûr des conseils business selon le business de la femme en fait qui me pose des questions. Donc voilà, si je pouvais résumer ce qu'est Madame Dynasty. Évidemment, il y a d'autres projets qui vont s'ajouter. Pour l'instant, je peux encore rien dire, mais voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'international qui va se faire. Donc on va voilà, c'est pour ça que c'est pour ça que voilà, il y a beaucoup de choses là qui sont en train de se développer. Donc on essaye de planifier au mieux. Et je vois aussi des demandes.
je vois aussi pas mal de demandes puisque à la base, j'étais partie sur des accompagnements de 90 jours. Mais je me rends compte que maintenant, les femmes, elles veulent que je les accompagne plus longtemps. Donc, je dois aussi changer mon business model. Donc là, en fait, tu es en train de m'interviewer. Je suis en pleine transition de Madame Dynasty. Waouh, ok. Voilà. Du coup, il faudrait que je te réinterviewe dans quelques mois ou genre dans un an pour voir un peu Ouais, justement le comment est-ce que tu as suivi. évolué Ouais, avec ton business model. avec grand plaisir. Mais c'est super. Et quand on parle international, c'est-à-dire du coup, tu prendrais des clientes anglophones ou c'est plus par rapport à la géographie? Pour l'instant, je vais me cantonner aux entrepreneuses francophones là jusqu'à la fin de l'année. Mhm. Voilà, c'est aussi ma langue maternelle. Et après, c'est vrai qu'on me demande assez souvent, voilà, tu gères bien en anglais, est-ce que tu pourrais pas faire quelque chose en anglais? Ça m'a été demandé déjà. Mhm. Euh, donc, bah, ça se prononce de plus en plus. Voilà, ça se prononce de plus en plus. Donc, je me conditionne aussi mentalement pour pouvoir faire les choses bien comme il faut et pour pouvoir offrir aussi voilà, des choses qui sont appropriées aussi pour le public anglophone. Voilà. Ok, super, super. Du coup, je voulais revenir, alors j'ai une liste de questions, mais par rapport à ce que tu dis, je voulais revenir sur le fait que les femmes qui t'approchaient, elles aimaient ce que tu représentais. Alors, quel genre d'adjectifs elles utilisent pour décrire ce que tu représentes, en fait? Alors, c'est très bien que tu me poses la question parce que chaque fois quand je fais des appels, je leur demande, mais pourquoi est-ce que tu viens me voir? Pourquoi à chaque fois tu viens me voir? Et ce qui revient assez souvent, c'est selon elle, hein, je Mhm. dégage une très bonne énergie. Dans les lives que je fais, dans les lives que je fais sur Facebook ou les vidéos que j'ai que j'ai sur YouTube, je dégage vraiment une énergie et une aura qui permet justement d'attirer voilà, les bonnes personnes. Je dégage beaucoup de positivité. C'est ce qu'elles me disent. Après, ce qui revient assez souvent, c'est aussi l'assurance dans le ton de ma voix, dans mon intonation et dans la façon dont je m'exprime. Elle trouve que j'ai le mot juste. C'est ce qui revient assez souvent aussi. Donc voilà, c'est ça qu'elle recherche aussi parce que parfois, elles veulent exprimer des choses pour elles, elles veulent exprimer aussi des choses pour leur business, mais je pense que des fois, elles n'ont pas forcément le mot adéquat et parfois, les exercices de reformulation sont un peu… c'est pas évident pour tout le monde et ça, faut pas hésiter à se faire aider aussi. Pareil en matière de storytelling où des fois je me livre un peu, elle trouve que la façon dont je me livre en fait est vraiment classe parce que voilà, il n'y a pas trop de pathos, on va pas tous pleurer dans les chaumières, mais il y a juste ce qu'il faut justement pour donner envie à la personne voilà, de se relever. Quand j'explique un échec, à chaque fois, c'est toujours bah, voilà, comment je fais pour me relever. Et c'est ça, elles veulent avoir cette proportion-là dans leur discours. Elles veulent aussi avoir cette assurance, si tu veux avoir à exercer ce que j'appelle la polarité, c'est-à-dire vraiment dire les choses comme on pense. Ouais. Euh, pas être vulgaire, mais par exemple, peut-être qu'il y a des gens qui profitent un petit peu trop d'elles ou elles ont tendance à rabaisser un petit peu leur prix parce qu'on leur demande de faire du discount ou du rabais ou des choses comme ça. Ouais. Et moi, c'est vrai que j'ai une politique où moi, je donne mes prix et un point, c'est tout. Et parfois, des fois, cette assurance, elle n'est pas forcément pour toutes les femmes. Des fois, elles ne savent pas comment réagir par rapport à des prospects ou elles sentent que on leur demande trop par rapport à ce qu'elles font. Et donc, c'est ça, c'est vraiment cette assurance-là, c'est cette confiance en soi, c'est cette estime de soi qu'elles recherchent et qu'elles ont vue avec moi. Donc, voilà, Ouais, pour te super. répondre. Ouais. Non, mais je confirme, tu dégages une super énergie. Donc, je suis d'accord avec ce qu'elles disent. Et du coup, bah, alors, disons, c'était ma deuxième question qui serait, quel a été donc, ton parcours? Et du coup, comment est-ce que tu as, à travers ton parcours, comment est-ce que tu as justement travaillé cette énergie et cette Mm. assurance pour justement, en arrivant au prix, quand tu donnes ton prix, c'est mon prix et c'est comme ça, hein, si vous n'êtes pas content, c'est la Uh-huh. même chose. C'est ça, hein, c'est ça. Hein. C'est ça qu'il faut être capable de faire. Bon, moi, pour revenir sur mon parcours, moi, je suis spécialisée en finance de marché. Donc, en fait, depuis, voilà, j'ai fait une classe prépa, j'ai intégré une école de commerce, j'ai intégré aussi, voilà, un MBA en trading. Donc, si tu veux, voilà, en matière de structure, en matière d'études, si tu veux, voilà, je suis calée. J'ai fait mon parcours professionnel aussi en banque depuis 2012. J'ai découvert le monde de la gestion d'actifs en 2014 et c'est vrai que bon, moi je voulais j'ai fait de la finance au départ parce que oui, je voulais apprendre à créer ma fortune pour commencer. Parce que j'avais déjà cette notion d'héritage-là depuis que je suis petite, hein, depuis la primaire, pour être précise en 98.
parce que j'avais ma meilleure amie de l'époque qui me disait, moi, quand ma grande-tante va mourir, moi et mon frère, on va avoir un héritage. C'est comme ça que j'ai découvert le mot héritage et c'est là que j'ai vu qu'on pouvait avoir des inégalités patrimoniales. Donc, toute petite déjà, ça a commencé. Waouh. Et on Attends, excuse-moi, en 98, tu avais quel âge? avait 8 ans. Waouh, ok. Ouais, J'avais ouais, 8 ouais. Ah, c'est j'avais tout, hein? ouais. Et, parce que, bah oui, parce que forcément, la petite Nelly, elle va poser la question à ses parents, maman, papa, est-ce que j'aurai un héritage aussi, comme ma copine? Et en fait, ils m'ont expliqué que non, et que toi, ton héritage, tu vas commencer par le faire à travers tes études, et que tu vas commencer à trouver un travail, parce que nous, on ne va pas pouvoir t'offrir tout ce que tu veux comme ça. Ouais, Donc, c'est comme ça que j'ai dû établir mes premières stratégies, ouais. que ce soit en savoir-être et aussi en savoir-faire. Ça a été vraiment, c'est quelque chose que j'ai vraiment intégré depuis toute petite. Et donc, pour faire synthétique, j'ai fait moi mes études en finance. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2017, donc j'apprends le décès, d'accord, le décès de ma professeure de piano. Ça m'a énormément bouleversée parce que Mhm. c'est mon premier vrai décès. C'est une femme quand même qui nous a vraiment construit dans notre famille parce qu'à travers le piano, j'ai fait 14 ans de piano, c'était aussi la première fois que je découvrais le développement personnel à travers un instrument, mais aussi elle faisait le lien entre ce que mes parents vivaient, puisqu'ils sont venus de Madagascar en France, et nous, on est la première génération à venir en France, donc il y a pas mal de décalage entre les traditions, voilà, ce qui est attendu pour nous, et donc c'est vrai elle nous a vraiment aidés par rapport à ça. Donc moi, ça m'a vraiment bouleversée, et c'est en 2017 où je me suis dit, bon, il faudrait quand même là que tu fasses quelque chose qui fasse sens pour toi, parce que bon, la finance, ça va bien, mais on va pas se mentir, c'était pas ça qui allait me faire le plus vibrer. Peut-être ça gagne bien, mais c'était pas ça qui allait me faire le plus vibrer. Du coup, j'ai commencé à chercher toute seule ce que je pouvais faire de mon côté pour commencer à... Enfin voilà, j'ai commencé à pister quelles étaient mes valeurs, qu'est-ce que je savais faire de mieux, quelle était voilà, ma zone de génie, hein. J'avais pris une feuille blanche, un toute bête avec un stylo. Ça sert à rien de payer pour le moment tant qu'on ne sait pas qui on est en fait. Mhm. Puis je m'étais jamais vraiment interrogée sur ce que je savais faire vraiment. Et donc, Ouais. c'est là que j'ai commencé à lister. Et puis, voilà, j'ai commencé vraiment, au tout départ, hein, c'était vraiment des petits trucs. J'avais commencé à faire mes premiers cours en ligne en 2017. C'était pour aider les étudiants à améliorer leur CV et leur lettre de motivation Mhm. et pour les booster en entretien aussi. Voilà, voilà. Quelles questions, enfin, comment bien répondre aux recruteurs, quelles sont les petites choses qui vont faire que vous allez vous distinguer parmi 5000 candidatures quand vous voulez intégrer de grandes institutions, puisque ça, c'est l'habitude que j'ai eue. Et Mhm. après, je me suis dit, bon, c'était pas ça. Puis j'ai continué après, tout simplement, j'ai commencé à lister encore toutes mes qualités, puis je suis arrivée jusqu'à la prise de parole en public. Et là, je me Mhm. suis vraiment, vraiment sentie plus à l'aise. En 2018, c'est là où je me suis sentie vraiment, vraiment à l'aise. C'est là où j'ai commencé à pricer. Et là, c'était vraiment fort parce que c'est là où j'ai commencé à imposer mes premiers prix. Et je me suis rendu compte que les clientes, elles avaient vraiment répondu. Et en fait, ce que j'aimerais partager, c'est qu'à partir de là, quand on sait ce qu'on sait vraiment faire au plus profond de notre cœur, quand on sait ce pourquoi on est fait, en fait, il n'y a pas de discussion, si tu veux. Il n'y a pas de... Il y a pas de discussion à se dire, voilà, comment est-ce que je fais le prêt. Non, en fait, c'est ta conviction, c'est toi, c'est parce que tu sais que tu vas pouvoir apporter vraiment de la valeur ajoutée aux personnes et surtout, tu vas pouvoir leur délivrer un résultat. Et comme tu es sûr de ton résultat, en fait, tu n'as même pas à négocier t'as même pas à négocier ton prix. Et c'est ce qui fait que du coup, j'ai arrêté de me rabaisser. J'ai arrêté à partir de cette année-là de me dire, bon, je vais peut-être faire moins cher parce que voilà, personne va prendre mes services et tout. Non, non, j'étais sûre de ce que je pouvais apporter. Et donc, pour ça, je n'ai même pas. J'ai commencé à. Mon énergie, elle a commencé à monter. Mhm. J'ai commencé à faire de plus en plus de live. J'ai commencé à connecter avec de plus en plus de personnes. Et c'est comme ça Ouais. que j'ai signé mes premières clientes, en fait. Voilà. D'accord, super. Super. Et par rapport à cette prise de parole, est-ce que tu as, tu sais, il y a des, en tout cas en Angleterre, mais je pense que ça existe aussi en France, en Europe, tu sais, des groupes comme Toastmasters Ouais. qui peuvent t'aider justement à améliorer ta prise de parole. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait ou alors c'est presque un peu finalement un don naturel pour toi? Alors, don naturel, on va peut-être pas pousser.
En fait, je vais te dire, en famille, moi, j'ai eu un père qui a intégré Sciences Po Paris. Mhm. Donc, en fait, le fait de l'écouter faire ses joutes oratoires, c'est vrai que ça m'a vraiment, depuis que je suis toute petite, en fait, ça m'a vraiment, vraiment aidée en matière d'argumentation aussi. Et aussi, il faut savoir que je suis l'aînée d'une famille. Donc, il s'essaye sur moi pour sortir, pour avoir de l'argent de poche. Mais tu sais que c'est comme ça, en fait, que j'ai décelé justement comment tu places ta storytelling et tout. C'est grâce à eux parce que je sais que mon père, voilà, il est très très fort en argumentation. Et, Oh, et je me dis que voilà, le fait que lui soit fort, je me dis si j'arrive à démanteler ça et si j'arrive à comprendre son schéma, ben, je vais pouvoir réussir en fait. Donc c'est grâce à lui au départ que ça m'a donné vraiment envie d'avoir voilà une bonne joute oratoire. Et j'ai vu ce que ça faisait quand lui il parlait devant une foule de plusieurs personnes. J'ai vu l'impact que ça pouvait avoir. Et moi ça me faisait vraiment vraiment vibrer de par ses fonctions, en tout cas ses mhm. anciennes fonctions. Et il y avait ça. Et après je me suis dit bah, je vais commencer à faire des concours d'éloquence pour voir si c'est vraiment ça en fait est-ce que c'est réellement ça ou pas. Et en fait, j'ai commencé les concours d'éloquence au lycée. Ah, Pour moi, c'était organisé par le Lions Club à l'époque. Et ouais. donc, je me suis dit, ben, on va tester. J'étais en concurrence avec des personnes qui étaient calées en littérature. J'étais avec toutes sortes de monde. Puis au final, c'est moi qui ai gagné. Donc, Waouh! je me suis dit, bon, on est pas mal. Je me dis qu'on est vraiment pas mal du tout. Ça veut dire qu'il y a il y a quelque chose à viser là-dedans. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en prise de parole, j'étais pas si mal. Voilà, je pouvais assurer en entretien aussi. J'étais remarquée aussi en entretien. Enfin voilà, à chaque fois qu'il fallait faire des oraux pour les entretiens de culture générale, même en classe prépa, il Mhm, y avait aussi, voilà, tout ça, c'était pour moi, c'était des gros moyens d'entraînement, surtout mhm. en classe prépa avec les heures de colle, ce qu'on appelle Oh, les heures de colle. Donc c'est, ah, tu as fait une classe prépa aussi j'ai au fait grand. une classe prépa, ouais. D'ailleurs, justement, j'étais nulle en français. C'était ma bête noire, le français. Oh là là, qu'est-ce que j'ai galéré. C'était quoi comme prépa que tu faisais? J'ai fait une prépa HEC. Ok, pareil. Ouais, ouais, oh, les heures de colle, mon Dieu. Et je me souviens, à chaque fois, je transpirais avant les heures de colle de français parce que justement, je savais que ça allait être compliqué. Non, mais je comprends tellement, mais vraiment, je comprends ça. Mais au fur et à mesure, quand voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, les heures de colle, ce sont des oraux qu'on a toutes les semaines sur toutes les matières. On est interrogé sur nos cours, donc sur toutes les matières, voilà, culture G. Moi aussi, j'ai fait une prépa HEC, donc géopolitique, philosophie, anglais, allemand. Toutes les semaines, on avait des cols, donc il fallait qu'on les prépare. Et c'est vrai qu'à chaque fois, bah, les questions qui étaient un peu costauds, qui étaient challengeantes, bah, moi, je les aimais bien parce que du coup, ça me permettait de savoir ce que j'avais dans le ventre. Et moi, c'est vrai que j'aime bien ce genre de défi. Alors, j'étais vraiment à l'aise. Et puis, je me suis dit, ouais, je pense que c'est ça. Quand j'ai fait vraiment l'introspection de ma vie, que j'ai re-regardé mon CV pour voir ce que je peux faire aujourd'hui, je me rends compte que ça a vraiment, vraiment été l'élément déclencheur, quoi. La prise de parole, ça a été vraiment, pour le coup, ça a été l'élément déclencheur. Et après, il y a tout ce qui est histoire de présence et de prestance. Ça, Mhm, c'est grâce au piano, parce que j'ai fait 14 ans de conservatoire. J'ai mhm. fait aussi des concours internationaux. J'ai fait beaucoup d'auditions de piano. Donc, en fait, la culture du one-shot, les heures de préparation avant, je suis habituée à ça. Je suis habituée aussi au monde de la compétition. Donc, je sais ce que ça fait que voilà, d'arriver tout de suite sur scène et tout de suite dégager quelque chose. Voilà, il faut marquer les esprits, en fait. C'est ma culture du one-shot. Donc, c'est ça qu'elles sont venues chercher aussi. Et D'accord. voilà, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu as été, alors si on met à part donc le côté piano, les classes prépa, est-ce que tu as été toi-même coaché par un coach pour t'aider justement à dégager cette énergie, tu vois, ce truc, ce wow facteur très, très rapidement? Ouais, alors ça, c'est. Bah oui, alors déjà, oui, pour les concours d'éloquence, ouais, coachés par des avocats d'affaires, commençons Ah par là. ouais. Et après, ouais, par des avocats d'affaires aussi. Et puis, il y a aussi, bah, par exemple, pour faire, par exemple, mes cours en ligne, pour savoir comment orchestrer ma promotion, bah, j'ai aussi bénéficié de l'énergie ben, de ma coach et aussi du groupe, quoi. Tout simplement, en fait, c'est tous les coachings que j'ai pris pour apprendre à organiser un cours en ligne, pour apprendre aussi à orchestrer sa communication. En fait, déjà, l'énergie de la coach, en fait, je prenais parce que je voyais aussi en elle une forte énergie. Donc,